Bienvenue dans la correction de l'exercice 2 du cours d'SQL Server. Donc, tout d'abord, à l'intérieur de l'exercice, on avait une petite base de données à créer avant de commencer les tâches administratives. Donc, j'ai déjà créé la base de données. On voit à gauche que j'ai créé une base de données évaluation de candidats. Et sous la partie du dossier table, j'ai déjà mes deux tables de créer. Donc là, rendu là, c'était au choix. C'était pas nécessaire de faire deux tables. On aurait pu en faire aussi seulement qu'une seule. Et voici comment les deux tables ont été effectuées. Donc la première table en lien avec des informations générales sur le candidat. Donc j'ai un champ candidat, un champ date, poste et recruteur, type de données qui vont dans le sens des exemples qui étaient donnés. Donc varchar pour le candidat, poste, recruteur et évidemment la partie date en datetime. Donc c'est pas nécessaire d'avoir autre chose que ça. J'aurais pu aussi sélectionner date pour ne pas avoir l'heure. Donc rendu là, c'est au choix. Fait que mettons que je vais avec date pour prendre en considération ce qu'il y avait sur l'exercice. Donc la date était l'année, mois, jour. Fait qu'avec ça, je vais être correct. Et ma deuxième table, on remarquera par contre dans la première table que les valeurs nulles ne sont pas autorisées. Pour la simple et bonne raison que dans ce cas-ci, là, je force l'utilisateur à entrer 4 valeurs obligatoires à l'intérieur des champs. Donc je vais juste sauvegarder ma table. Donc je vais juste enlever mon option que j'avais oublié de faire. Donc outils, options, concepteur, empêcher l'enregistrement. Et je refais ça. Ma deuxième table n'a qu'une seule entrée, donc exemple embauche, type de données bit. Pourquoi j'ai mis bit? Parce que ça se trouve à être des cases à cocher. Donc c'est un ou l'autre, embaucher, ne pas embaucher. Donc dans ce cas-ci, comme c'est une valeur qu'on dit booléen, plutôt, à ce moment-là, j'ai utilisé cette valeur-là. On aurait pu prendre varchar, ça aurait été fonctionnel aussi. Et comme je n'ai qu'une seule colonne, ben, je n'ai pas autorisé les valeurs nulles. Donc, je n'ai pas autorisé un champ à rester vide lors de l'entrée d'informations. Essentiellement, ça c'était la création de la base de données, mais le plus important, ce sont les tâches administratives. Donc, je vais venir fermer tout simplement mes deux onglets pour être certain que les tables ne sont pas en utilisation. Et par la suite, je vais venir faire mes tâches administratives. On avait des déclencheurs à faire, des tâches en lien avec des sauvegardes et par la suite l'exportation au niveau des données. Donc, je ne ferai pas tout au complet les tâches dans l'ordre. Donc, je vais commencer avec les déclencheurs. On en avait deux à créer. Le premier devait s'exécuter au niveau d'un ajout d'enregistrement en lien avec une table. Donc, par exemple, si je m'en vais dans la table générale, ici, info générale dans mon cas, je vais venir créer mon déclencheur sur cette table-là. Donc, je viens tout simplement cliquer sur la table et en haut complètement de ma fenêtre, faire nouvelle requête. Ce qui va me donner une fenêtre blanche qui me permet tout simplement d'utiliser le langage Transact SQL de SQL Server pour être en mesure de coder de l'information. Donc, pour ce qui est de mon premier déclencheur, il faut que ça s'applique lorsqu'il y a un ajout d'enregistrement. Donc, on parle ici d'un insert avec une interdiction au final. Donc, faut pas que la commande ou la manipulation puisse s'effectuer comme il faut. Donc, il faut qu'elle se termine à l'avance, avant la fin plutôt, et qu'il y ait un message qui s'affiche pour dire que c'est interdit. Donc, les déclencheurs commencent toujours de la même manière, create trigger, et on met un nom. Rendu là, c'est au choix. Par la suite, on indique sur quoi est-ce que le déclencheur va agir. C'est au niveau de la table. Donc, il faut faire attention lorsqu'on marque le nom de la table. Il faut inscrire aussi l'information DBO. Donc, on a juste à se référer à ce qu'on voit dans la partie de gauche au niveau de la console. Donc, DBO.info général. Donc, il faut surtout faire attention qu'on ne fait pas de faute. Donc, on a indiqué où est-ce que ça allait se passer. Et maintenant, l'action qui va arriver pour que le déclencheur agisse. Donc, for, dans ce cas-ci, c'était un ajout d'enregistrement. Donc, la commande insert.
le as pour indiquer qu'est-ce qui s'en vient après. Et ce que je veux en fait, c'est juste un message à l'écran. Donc on va utiliser la commande print avec un apostrophe. Faire attention, c'est pas des guillemets, c'est un apostrophe qu'il faut utiliser. Donc interdit. Exemple interdiction. Donc, on voit ici, j'ai mis interdiction d'ajouter. Ce qui arrive, c'est que comme je termine, ou après le D, j'ai un apostrophe, il veut terminer ma ligne. Donc, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement mettre un second apostrophe ici. Et là, je vais pouvoir continuer. Interdiction d'ajouter un enregistrement. Et là, je peux fermer cette ligne-là. Si je laisse ça comme ça, le problème qui va arriver, c'est que la commande va quand même passer d'ajout et la personne va avoir un message. Donc, c'est un peu inutile. Fait qu'il faut que j'utilise la commande rollback avec le point virgule pour indiquer au système qu'il ne doit pas finaliser la commande envoyée par l'utilisateur. Donc, lorsque j'ai terminé mon petit code, je vais tout simplement venir en haut, cliquer sur exécuter pour voir si j'ai fait une erreur. Donc la commande est réussie, ça a fonctionné. Si je regarde à gauche sous le dossier déclencheur de la table, je vais avoir mon nouveau déclencheur inscrit. Donc c'est tout pour cette partie-là. Mon deuxième déclencheur devait s'exécuter au niveau de la base de données. Donc l'action c'était au choix. Et je dois inscrire au moins la date et l'heure dans un message d'avertissement ou d'erreur. Donc je vais fermer mon déclencheur en lien avec ma table. Je vais l'enregistrer au cas où je voudrais le réutiliser plus tard. Et maintenant, je vais faire le déclencheur au niveau de la base de données. Donc je vais venir cliquer sur ma BD évaluation de candidat et je vais refaire la même manipulation, soit venir cliquer sur nouvelle requête en haut de ma fenêtre. Donc les déclencheurs commencent tous de la même manière. Create trigger. Je donne un nom à mon déclencheur. On indique sur quoi ça va être fonctionnel, donc on database dans ce cas-ci. Donc on n'inscrit pas le nom de la base de données, on utilise vraiment le terme database pour indiquer que ça allait être sur une base de données. L'action, donc l'action ici c'est au choix, je vais utiliser d'empêcher une suppression de table. Et la commande. Donc, je peux faire afficher un message d'erreur. Je peux utiliser aussi, dans ce cas-ci, en fait, je dois utiliser dans ce cas-ci l'affichage de la date et l'heure. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser la commande print, parce que print va m'afficher une boîte de dialogue à l'écran. Et ce que je vais utiliser, c'est la commande getDate pour être en mesure d'avoir une information à l'écran. Et à la fin, comme tout à l'heure, je ne veux pas que la commande de suppression s'exécute. Donc, je vais venir utiliser la commande rollback. C'est ici. Donc, si je fais exécuter, on voit que la commande a réussi. Admettons que je veux faire un test. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur l'une de mes tables et d'essayer de la supprimer. Mais avant, juste pour être certain que je ne fais pas d'erreur, je vais venir juste sauvegarder rapidement ma base de données. Avec les options par défaut, là, ça n'a pas d'importance, avant d'essayer mon trigger. Sinon, je perdrais ma table et je devrais recommencer. Donc, si je m'en vais sur ma table, et donc, ici, c'est un trigger qui agit au niveau de la base de données. Donc, peu importe la table que j'essaie de supprimer, ça devrait être fonctionnel. Ben, du moins, je devrais avoir un message et la table ne devrait pas se supprimer. Si je fais supprimer, je fais OK. Donc, on voit que ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de message à l'écran parce qu'on est dans une console d'administration. Mais si on regarde ici à droite de ma boîte de dialogue, j'ai un petit lien qui est cliquable. Et on va voir que j'ai à la fin complètement de ma ligne le mois et l'année, la journée. Donc, même l'heure à laquelle j'ai exécuté l'information. Donc, à partir de ce point-là, on sait que mon déclencheur a fonctionné. Donc, je peux fermer
mon déclencheur, je vais le sauvegarder comme j'ai fait tout à l'heure. Et ma partie déclencheur est terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter tout simplement de l'information au niveau de mes tables. Donc, je vais sauter par-dessus le deuxième point des tâches et je vais faire l'exportation au niveau de mes données. Donc, ce que je vais faire, c'est d'entrer au moins un nouvel enregistrement au niveau de mes tables. Donc, ici, je vais sortir mes tables en mode 200 lignes. Donc, j'ai mes deux tables pour pouvoir entrer des données. Fait que ma première, donc il faut faire attention dans ce cas-ci. Un poste, un recruteur, donc peu importe ce que je mets. Donc, on voit dans ce cas-ci le problème que j'ai. Comme j'ai fait mes déclencheurs en premier, je ne peux pas ajouter d'enregistrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau de ma table et je vais désactiver mon déclencheur. Donc, si je viens ici dans ma table, on voit que je suis capable de rentrer de l'information. Donc, parce que le déclencheur m'empêchait d'entrer un enregistrement, je suis venu tout simplement le désactiver et à partir de ce point-là, je suis capable de travailler avec ma table. Je vais faire la même chose avec ma deuxième table. Donc, il faut faire attention quand on met un type de données bit, il s'attend d'avoir une case à cocher ou quelque chose comme ça, mais quand on fait le test à l'intérieur de la table même, il faut utiliser les valeurs true or false. Donc, exemple, comme ça. Oups, F-A-L-S-E. Donc, vrai ou faux. C'est la seule façon d'être capable d'entrer une information valide au niveau d'une colonne bit. Donc, j'ai mes deux tables dans lesquelles j'ai mis une information. Maintenant, pour m'assurer que j'ai pas de problème, je vais refermer mes onglets et je vais venir faire l'exportation des données. Pour être certain que mon déclencheur au niveau de ma base de données ne m'occasionne pas de problème, je vais aller aussi le désactiver. Donc, dans le dossier Programmability, déclencheur de base de données, désactiver le déclencheur. Donc, on voit qu'il est bien désactivé. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est exporter mes données dans un fichier Excel. Les deux tables doivent apparaître dans le même fichier, donc en Excel, c'est possible de le faire. Et je demandais de créer un fichier DTSX. Fait que le fichier DTSX, à la fin de l'assistant d'exportation, va me permettre de réutiliser les mêmes manipulations, mais en double-cliquant sur un fichier qui s'exécute à l'intérieur de SQL Server. Donc, je vais tout simplement venir sur ma base de données, tâches et exporter mes informations. Et j'utilise l'assistant. Donc, la source de données, c'est mon propre serveur et il faut juste s'assurer que la base de données utilisée est la bonne. Ma destination, j'ai dit dans un fichier Excel. Donc, je vais garder les options par défaut. Important de laisser la case cochée en lien avec la première ligne, qui possède les noms de colonnes, donc pour s'assurer qu'on voit l'intégralité de l'information. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais faire suivant. Donc, copier les données à partir d'une ou plusieurs tables, c'est ce que je veux. Je vais sélectionner mes deux tables. Je peux faire aperçu pour voir ce que ça va donner au final. Donc, on voit exemple pour la première table, c'est ce que je vais avoir comme information. Je vais faire suivant. C'est normal qu'il affiche des avertissements parce que si jamais on réimporte dans un autre emplacement, ça se peut que les types de données changent un petit peu, que la longueur varie aussi au niveau des informations entre eux. Et ici, oui, je vais exécuter immédiatement l'exportation, mais je vais aussi enregistrer ce que je viens de sélectionner dans mon assistant pour en faire un fichier exécutable et je vais l'enregistrer dans le système de fichiers. En fait, en faisant ça, c'est l'équivalent de faire enregistrer sous.
Donc on peut positionner le fichier où on veut sur notre poste. Si je sélectionne l'option par défaut de SQL Server, ce que ça va faire, c'est que ça l'intègre à la console d'administration, mais je ne peux pas aller chercher le fichier si jamais j'en ai besoin ailleurs. Donc je vais prendre système de fichiers, et là je vais pouvoir mettre mon nom export exer2 pour l'enregistrement d'informations. Fait qu'exemple, je pourrais mettre comme description exportation des données. Et je peux choisir l'emplacement de mon fichier. Je vais aller le placer sur mon bureau lui aussi. Et terminé. Donc, on voit que l'information a passé. On voit ici que j'ai deux lignes bleues qui apparaissent qui me disent que dans un cas, j'ai une ligne transférée et dans l'autre cas, deux lignes transférées. Donc, si je fais fermer, mon exportation est finalisée. Si je regarde sur mon bureau, j'ai ici mon fichier DTSX que je vais pouvoir réutiliser plus tard si j'ai à exporter exactement la même chose. Et ici, j'ai mon fichier XLS dans lequel je vais retrouver les informations en lien avec les données de mes tables ainsi que le nom de mes colonnes. Donc ça, c'était pour la partie d'exportation. Maintenant, si on y va avec les sections en lien avec la sauvegarde, donc je dois sauvegarder ma base de données. Premièrement, il fallait faire une sauvegarde complète en utilisant l'option de vérification de fichier et en remplaçant le fichier existant. Donc si je commence avec ça, ma base de données ici, bouton droit, tâche, sauvegarder. Donc je vais juste changer l'emplacement de sauvegarde. Je vais aller mettre ça dans un dossier sur mon C. Que ce soit plus rapide si jamais j'en ai besoin. Donc, je vais me faire un dossier backup avant sur mon C pour être en mesure d'utiliser cette manipulation-là. Donc, si je reviens ici, j'ai mon dossier backup. Je vais mettre ça là-dedans. Et le nom du fichier, mettons full backup. Exercice 2. Donc, je peux mettre l'extension, vu qu'il ne la mettra pas tout seul. Il faut juste faire attention pour entrer la bonne info. Donc, .back. Je fais OK. Donc là, c'est juste de faire attention si on a sélectionné les bonnes options. Donc, c'est un backup complet, donc une sauvegarde normale. Et je dois utiliser l'option de vérification du fichier. Donc, dans mes options, ici, j'ai vérifié la sauvegarde en fin d'opération et je demande aussi de remplacer le fichier existant. Donc, c'est une option qui est juste ici en haut, remplacer tous les jeux de sauvegarde existants. Je peux faire OK. Ma sauvegarde est effectuée. Et si je regarde dans mon dossier de sauvegarde ou dans mon dossier backup, j'ai ici ma sauvegarde effectuée. Par la suite, je demandais de faire encore une fois une sauvegarde, mais une sauvegarde différentielle dans ce cas-ci. Donc, même étape, right-click, tâche, sauvegarder. Type de sauvegarde, dans le menu déroulant en haut, différentiel. Je vais sélectionner le même emplacement, mais je vais changer de nom de fichier. Donc, je réutilise mon dossier backup, mais cette fois-ci, exemple différentiel, backup, exercice 2, avec mon point back. Le point back, je le rappelle, est optionnel. On va pouvoir quand même réutiliser l'information par la suite. Donc, je vais faire OK. Et au niveau des options, on demandait une vérification de fichier encore une fois. Donc, à gauche dans Options, vérifier la sauvegarde en fin d'opération. Et en ajoutant la sauvegarde au jeu existant. Donc, c'est déjà l'option par défaut que je trouve au niveau du remplacement de support. Je peux faire OK. La sauvegarde s'est effectuée avec succès. Si je fais la vérification comme tantôt, dans le dossier backup, j'ai mon backup différentiel. Donc, toujours en lien avec le sauvegarde, le dernier point de l'exercice, c'était d'utiliser les sauvegardes précédentes, en fait la sauvegarde complète que j'ai fait précédemment, et je devais la restaurer. Il ne faut pas que je supprime ma base de données existante et la restauration doit se faire vers un nouveau nom de base de données. Donc comment je fais ça? Je vais sur le dossier de base de données, bouton droit,
Je peux utiliser restaurer la base de données, mais dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est donner un nouveau nom à la base de données. Donc, je vais utiliser la deuxième option, restaurer les fichiers et groupe de fichiers. Fait que, vers la base de données, je vais lui donner le nom que j'avais mis dans l'exercice, exec restore. Et je vais aller chercher à partir de mon fichier de sauvegarde complète que j'ai créé tout à l'heure dans Backup. Et c'est là que c'est important de nommer nos fichiers comme il faut. Donc, je viens cocher la case pour la restauration. Et je demandais d'utiliser la restauration qui allait laisser la base de données dans un mode de restauration continue. Donc, je dois aller dans mes options et on voit ici là, la deuxième option qui est Restore with no recovery, fait en sorte que la base de données reste en mode restauration tant aussi longtemps qu'on n'a pas closé avec une dernière sauvegarde à restaurer. Donc, je vais faire OK. Et si je m'en viens faire F5 à gauche sur mon dossier de base de données, on voit que ma base de données est restaurée. Et si j'essaie de la développer, il va me dire qu'elle est inaccessible. C'est normal parce que comme on peut voir, j'ai une flèche par en haut avec le mode restauration qui tourne toujours. Donc ça, c'était pour la partie de sauvegarde. Ce qui nous reste à faire au niveau de l'exercice, ce sont les tâches d'administration pour planifier une sauvegarde automatique. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser mon agent SQL Server. On voit qu'il est désactivé. Donc, je vais venir le démarrer. Donc, oui. Mon agent SQL Server est démarré, ce qui me donne accès à la partie des travaux. Donc, j'ai une erreur. Je vais vérifier mes services. Et je reviens pour la partie d'exercice. Donc, mon erreur est partie, c'était tout simplement parce que j'ai cliqué trop vite sous l'agent SQL Server et que le service n'était pas démarré à 100%. Donc, pour créer un travail planifié avec l'agent SQL Server, normalement, ce qu'on ferait, c'est sur le dossier travaux, bouton droit, nouveau travail, on devrait lui mettre un nom. Dans les étapes, définir qu'est-ce que ce travail-là va effectuer. Et dans la partie planification, mettre une grille horaire pour définir quand est-ce que ce travail-là va être fait. Donc, une des façons les plus simples, toujours en fonction, par exemple, de ce qu'on veut faire au niveau d'un travail planifié, parce que la méthode n'est pas toujours possible, on va tout simplement faire la manipulation ailleurs pour que le travail se crée de façon automatique et qu'il nous reste juste à faire une planification. Donc, je vous montre deux méthodes, une en lien avec les travaux d'agent SQL et l'autre ce qu'on va appeler un plan de maintenance, donc un assistant dans SQL Server qui a déjà des tâches planifiées, pas toutes malheureusement, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps pour les travaux planifiés, mais dans le cas de l'exercice, ce serait fonctionnel. Donc, ce qu'on demandait, c'était de créer une tâche qui aura pour but d'effectuer une sauvegarde complète de la base de données, donc la même manipulation que j'ai fait tout à l'heure de façon manuelle, et devra s'exécuter chaque jour de la semaine à partir de 18 heures. Donc, pour créer un travail automatique en lien avec une sauvegarde, la façon la plus simple, c'est de faire comme si on exécutait une sauvegarde manuelle. Donc, sur ma base de données, faire attention pour prendre la base de données en restauration, là, la base de données originale. Donc, sur ma base de données, je vais recréer une sauvegarde, mais je ne l'exécuterai pas. Donc, je vais faire sauvegarder. J'ai mes options au complet qui se trouvent à être là. Donc, je regarde si ça me satisfait. Oui, je n'avais pas demandé d'informations supplémentaires en lien avec la sauvegarde pour ce qui est du travail planifié. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser le bouton script et lui dire, regarde, envoie-moi ça directement dans un travail. Donc, à ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc, on voit qu'en arrière, j'ai ma fenêtre de sauvegarde sur laquelle je peux venir faire annuler. Sauf que, comme on voit, la fenêtre du travail disparaît. Donc, je ne suis pas plus avancé. Il faut que je garde cette fenêtre-là. Donc, je reviens sur ma base de données, tâche sauvegarder. Je vais utiliser mon bouton script et vers le travail. Donc, j'ai un travail qui vient de se créer automatiquement avec la mention sauvegarder la base de données X.
La catégorie, c'est pas vraiment nécessaire d'en prendre une. Je pourrais, exemple, maintenance de la base de données, mais c'est optionnel. Dans mes étapes, on voit qu'il est venu mettre une action. Donc, si je fais modifier une action en lien avec la sauvegarde, je n'ai pas à modifier cette information-là. Il va la prendre de ma fenêtre précédente. Et ce qu'il me reste à faire, c'est une planification. Donc, je demandais tout simplement de faire la planification chaque jour de la semaine à partir de 18h. Donc, nouvelle. Planification backup full. Type de planification périodique. On va dire quotidienne. Donc, une fois par jour. Et on va dire de faire ça à 18h. Et là, on a une date de début, donc je peux laisser celle-là. Et si je regarde dans la description, ça va me donner une idée de mes choix. Le backup va avoir lieu tous les jours à 18h. Donc, c'est ce que je voulais. Je peux faire OK. Ma planification est entrée dans ma tâche et je vais tout simplement venir closer cette information-là. Faire annuler sur ma fenêtre de sauvegarde précédente. Et on voit à gauche, dans l'agent SQL Server, sous la partie travaux, que j'ai ma sauvegarde de base de données qui va être effectuée. Donc, mon travail vient d'être inscrit. Fait que ça, c'est une façon plus simple que d'aller manuellement sur le dossier travaux, nouveau travail et de remplir chacune des fenêtres. Ça va plus rapidement. L'autre façon d'arriver au même résultat, entre autres pour les sauvegardes, essentiellement, c'est ce qu'on utilise, la reconstruction d'index, donc quelques tâches là, qui peuvent être pratiques à l'administrateur. Au lieu de passer par l'agent SQL Server directement, on peut aller dans la partie en lien avec ce qu'on appelle le plan de maintenance. Le plan de maintenance qu'on va retrouver directement sous le serveur dans le dossier gestion. J'ai un dossier plan de maintenance ici qui est vide parce qu'il n'y a rien de fait. Et lorsqu'on crée un plan de maintenance, ça devient automatiquement un travail de l'agent SQL. Donc, dans la section des travaux de l'agent SQL Server, je vais me ramasser avec justement une option de tâches planifiées qui va être déjà présente. Fait que si je m'en vais dans le plan de maintenance, que je fais bouton droit, je vais utiliser l'assistant parce que nouveau plan de maintenance, c'est de le faire manuellement, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais lancer l'assistant de plan de maintenance. Et bon, première étape, le plan de maintenance, il faut que je lui donne un nom. Donc, dans le cas de l'exercice, le travail à faire, c'était une sauvegarde complète. Et on va ici exécuter en tant que, il faut se servir du compte de l'agent SQL. Donc, comme j'ai dit, le plan de maintenance devient une tâche planifiée. Et je dois mettre une planification. Donc, on disait une planification périodique. Ce sont les mêmes choix que j'ai effectués tout à l'heure, quotidienne, et la tâche va commencer à 18h. Je fais suivant. Et là, ce qui est intéressant avec le plan de maintenance, c'est qu'il nous propose déjà des choix en lien avec les tâches à effectuer. Donc, ce que je veux, c'est une sauvegarde complète de ma base de données. Je l'ai dans ma liste, je le sélectionne. Donc, on voit que les tâches à effectuer, ça se trouve être celle-là. Si j'avais sélectionné plusieurs tâches, sur la fenêtre suivante, j'aurais pu les changer d'emplacement, ce qui veut dire que j'aurais pu changer l'ordre des tâches à effectuer au niveau de mon plan de maintenance. Je fais suivant. Et là, je me retrouve avec ma planification complète, base de données. Je dois sélectionner là où les bases de données à sauvegarder. Donc, je pourrais le faire pour plus d'une base de données à la fois. Dans ce cas-ci, je vais juste venir prendre ma base de données en lien avec l'exercice. Ce que je veux, c'est sauvegarder la base de données complète. Et je vais lui dire, sauvegarde ça sur mon disque dur. Dans un fichier ici. Donc, en fait, la différence entre les deux options, là, sauvegarder les bases de données sur un ou plusieurs fichiers et créer un fichier de sauvegarde pour chaque base de données, c'est que si jamais j'avais sélectionné plusieurs bases de données à sauvegarder, avec l'option qui est ici par défaut, il me crée un fichier séparé pour chaque base de données à sauvegarder. Sinon, avec la première, ce qu'il va faire, c'est me sauvegarder toutes les bases de données et mettre les bases de données dans un seul et unique point back. Donc, je vais prendre l'option par défaut. Je vais changer mon emplacement de sauvegarde. Et pour les besoins de la cause, je vais tout simplement
Donc, j'ai ma sauvegarde ici. Je vais tout simplement prendre le même dossier que j'avais tout à l'heure. Donc, dans le cas des tâches, je ne demandais pas de vérifier l'intégrité de la sauvegarde et je vais utiliser les paramètres par défaut pour la compression. De toute façon, c'est plus ou moins nécessaire dans ce cas-ci. On est supposé d'avoir de l'espace disque en masse. Je vais faire suivant. Ma tâche est faite. Je ne m'enverrai pas de rapport en lien avec la tâche effectuée. Donc c'est sûr et certain que c'est pratique par contre d'enregistrer un rapport, ce qui peut nous indiquer certains problèmes si jamais la tâche échoue lors de son exécution. Donc je vais laisser l'option par défaut. À la fin, si je développe pour voir comme il faut l'information, tout ce qui a rapport avec les choix que j'ai effectués dans mon plan de maintenance. Je vais faire terminer et on voit que c'est moins long aussi à exécuter là, que le travail comme tel. Donc, mon plan de maintenance s'est exécuté. Si je regarde dans ma partie des travaux de l'agent SQL Server, j'ai un nouveau travail, full backup, subplan pour dire plan de maintenance 1. Et si je regarde dans mon dossier plan de maintenance sous gestion, j'ai le nouveau plan de maintenance, oui, qui se trouve à être créé. Donc, ça devient automatiquement un travail. Fait que c'est une autre façon, le plan de maintenance, de créer une tâche planifiée qui est peut-être plus simple encore que celle que j'ai montrée précédemment parce que tout ce qu'on a à faire, c'est à l'aide d'un assistant, faire des choix. La seule chose par contre, je le rappelle, c'est que le plan de maintenance ne permet pas de tout faire les actions qui existent au niveau d'une maintenance de base de données. Donc là, c'est de choisir l'un ou l'autre pour faire les différentes actions. Dans le cas des sauvegardes, ça fonctionne très bien. Donc, soit utiliser tout de suite l'agent SQL Server ou faire le plan de maintenance fonctionne au même niveau. Donc, c'est tout pour la correction de l'exercice.